francophone, c'est la synarizine, la flunarizine, d'autres molécules. Et l'attaquant. Non. Pour vous, sachez que l'attaquant, il est utilisé dans les traitements des migraines vestibulaires. Oui, monsieur, parce que les inhibiteurs calciques, ils ont un rôle au niveau. Là, je sais que l'attaquant, c'est un ARA2, mais il y a aussi les inhibiteurs calciques qui ont un rôle au niveau de la synapse de la cellule auditive. Et je vous assure qu'on utilise énormément de médicaments qui ont permis de savoir qu'à la base, c'est des spasmes vasculaires au niveau de l'oreille interne. D'accord? Donc on se rejoint. L'attaquant dans la migraine vestibulaire, c'est l'équipe hollandaise qui l'utilise. Parce que là, vous avez cité un pourcentage, presque 50%, 45 ou 50%, c'est des AVC. Est-ce que maintenant, quelqu'un, parce que de façon pratique, parce qu'on ne va pas trouver les diagnostics aussi vite, est-ce que de façon pratique, quelqu'un qui fait des vertiges, est-ce que ce ne serait pas utile de lui donner de l'aspirine de façon préventive en attendant de faire plus clair? C'est-à-dire de quelqu'un du vertige, en prescrit de la cardioaspirine, est-ce que ça peut être utile? Oui, monsieur. Merci. Par contre, moi, je ne suis pas contre le Tanacan, mais je peux vous assurer que ça n'a jamais sauvé une vie. Là, le Tanacan, pour moi, n'a jamais sauvé de vie. L'attaquant, je l'ai appris avec l'équipe de professeur Herman King en Hollande. En Hollande, ils n'utilisent que cette molécule pour les migraines vestibulaires qui vont donner des vertiges récurrents. 16 mg, on commence progressif. Can shift 16. Oui. Vous donnez l'aspirine avant de savoir si c'est hémorragique ou ischémique? Non, moi je ne donne pas de l'aspirine. Il a dit, est-ce qu'il faut donner de l'aspirine? J'ai dit oui. Parce que c'est hémorragique, on exclut. Vous avez un patient cardiovasculaire. Je parle du vertige vasculaire. Je ne parle pas de lumière. Je ne parle pas du positionnel. Je ne parle pas des névrites virales. Non, je ne vais pas donner dans ces tableaux-là. Mais un vertige qui dure plus de 24 heures non-stop, donnez de l'aspirine. Ça peut éviter un AVC. Et c'est tout. Devant un terrain où moi je dirais, est-ce qu'on travaille tous dans des... On est à Casa. On a de la chance. On a beaucoup de chance à Casa. On a des cliniques, on a des spécialistes, on a des confrères. Imaginez que vous n'êtes pas à Casa et vous êtes dans, je ne sais pas moi, je ne sais même pas, point très loin. Vous allez faire donner le moyen aux confrères de gérer l'urgence. C'est tout. Merci Nadia, merci beaucoup. Donc on passe la parole à notre ami Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude, il va nous parler de l'apport de l'imagerie neurovasculaire dans les vertiges. À toi la parole, cher ami. Bonsoir, merci Nadia. Mais vous avez la chance d'être à Casa. Moi, je suis à Paris, dans le 19e arrondissement. Hein. C'est beaucoup moins agréable. Donc, est-ce que vous voyez mon diaporama? Est-ce qu'il s'est affiché ou pas? Est-ce que le diaporama est affiché sur votre écran? Oui. Oui, il est affiché. Ok, super. Ok, donc on va parler d'imagerie à faire dans les vertiges. Alors, comme vous le savez, comme Nadia vous l'a dit, les vertiges, c'est une pathologie extrêmement fréquente. C'est à peu près 30% des consultations en médecine générale. Et comme Nadia vous l'a dit, ça repose sur l'examen ORL et neurologique. Alors, l'examen ORL, pour être franc, c'est très sophistiqué pour moi, mais l'examen neurologique me semble un peu plus abordable pour différencier le vertige périphérique du vertige central. Et vous, votre rôle, ça va être parce que le vertige est d'origine centrale. Tout ce que vous aurez à faire, ce ne sera pas sur les vertiges périphériques, mais vraiment sur les vertiges centraux. Et on va rechercher donc des signes d'atteinte du système nerveux central, à savoir... Jean-Claude, tes diapos ne sont pas en diaporama, s'il te plaît. Ah! Les diapos ne sont pas en diaporama? Non. Ils ne sont pas en plein écran. Oui. Alors, attends, on va faire autrement.
Et là? Non, c'est pareil. Bel éclat. Là, c'est en plein écran? Non. Non plus? Bah, c'est pas grave. Mais vous m'entendez bien? Parce que si c'est pas... Très bien. La format d'avant, c'était mieux. Hein. Le format. Non. Le format d'avant, c'est mieux? Ça c'est mieux pour vous? Siam, ça c'est bien? Écoute, Jean-Claude, il y a Tiamat qui va s'en occuper, c'est bon, ne t'en fais pas. Ok. Donc, il est très important de rechercher des signes qui vont vous faire penser qu'il s'agit d'un vertige central. Et ces signes, ça va être l'association à des troubles de la vigilance, d'autres paires crâniennes, un 5, paralysie du 5, d'autres paires crâniennes, un signe de Rombert, vous savez, une chute du côté déficient, ou une déviation des index et des mains du côté déficient lorsque vous fermez les yeux. Tout ça, ou l'association à des signes pyramidaux ou extra-pyramidaux, tout ça pour différencier les atteintes périphériques des atteintes centrales. Et dans les atteintes centrales, ce qui va vous intéresser, c'est bien sûr l'AIT et l'AVC. Et là, ça devient compliqué parce qu'on a parlé tout à l'heure avec Nadia de l'IRM, mais dans l'AIT, qui est une authentique pathologie neurovasculaire gravissime, puisque à la suite d'un AIT, vous avez 10% de chances de faire un AVC dans les 48 heures, dans l'AIT, l'IRM est normal. Donc il faut avoir des arguments cliniques et d'imagerie sans être totalement rassuré par l'imagerie, puisque un authentique AIT vertébro-basilaire qui pourrait se transformer en AVC, lui, va avoir une IRM normale. Donc moi, je trouve que la différence clinique entre vertiges périphériques et centraux, eh bien, elle n'est pas si évidente que ça. Le mode d'apparition, il peut être brutal pour l'un comme pour l'autre. La durée, elle peut être malgré tout équivalente en heures ou en jours pour un AIT ou pour un vertige vestibulaire périphérique, et en jour pour un AVC ou une origine périphérique. Le caractère positionnel que l'on a dans les vertiges positionnels paroxystiques bénins, on peut le retrouver dans les conflits incovertébraux. Les signes ORL sont généralement absents, mais on a certains, ils sont absents en général des causes classiques, mais on peut avoir des signes ORL, et notamment des acouphènes dans les CEP, dans la syphilis, chez les patients HIV. Alors, ce qu'on n'a pas dans les vertiges centraux, c'est l'autoré. Ça, on l'a jamais, on peut l'avoir rarement dans les vertiges d'origine périphérique. Les troubles de la vigilance, qui sont plus centraux. Les céphalées, habituellement, c'est plutôt dans les vertiges d'origine centrale s'ils existent. Voilà, donc c'est pas si facile que ça, et c'est toute la problématique du problème de vertige et de l'appréhension du vertige. Comment je vais me placer? Si c'est un vertige périphérique et que j'en ai la preuve, pas de problème, je confie à l'ORL. Si c'est un vertige central, j'ai toute ma place, il faut que je fasse les explorations nécessaires, il faut que je le traite si nécessaire. Donc les principales causes des vertiges périphériques, c'est ce qu'on appelle le vertige positionnel paroxystique bénin, la névrite vestibulaire virale, la maladie de Ménière, qui associe vertige, hypoacousie, acouphène, sensation d'oreille pleine, le schwannome vestibulaire, qui est une tumeur bénigne de l'angle ponto-cérébelleux, et on va, pour notre culture générale, rapidement passer sur tous ces cas avant de passer plus en détail sur ce qui vous intéresse, c'est-à-dire l'insuffisance et la pathologie vertébro-basilaire. Donc juste pour
vous faire schématiquement, hein, c'est des chiffres qui peuvent être rediscutés, mais les vertiges périphériques représentent 75% des causes de vertige, tandis que les vertiges centraux, tout confondu, hein, représentent 15%, et puis il y a 10% qui restent incertains. La maladie de Ménière. La maladie de Ménière, comme vous le voyez, c'est la seconde cause de vertige, derrière les vertiges positionnels paroxystiques pénins. Elle est cliniquement, elle associe vertige, hypoacousie fluctuante, acouphène, sensation de plénitude de l'oreille. Le support anatomo-pathologique et histologique de la maladie de Ménière, c'est une distension des espaces liquidiens de l'aire de lymphe. Alors, en quoi c'est important? En fait, c'est important pour les ORL, pour comprendre bien la physiopathologie, mais aussi parce que maintenant, on a développé des techniques d'imagerie qui permettent de visualiser cette anomalie morphologique. Alors, ça se fait aujourd'hui sur des IRM à 3 Tesla, avec un protocole un peu particulier, puisqu'on fait une injection de gadolinium, mais on fait l'acquisition 4 heures après. Pourquoi 4 heures après? Parce que ce que l'on désire, c'est que la périlymphe se rehausse par le contraste, le gadolinium, et cette périlymphe, elle ne se rehausse que très lentement et très tardivement. Et du coup, quand la périlymphe va être en hypersignal, va être blanche, on va avoir en négatif le volume de l'endolymphe qui, quand il est normal, est un petit volume. Quand on est dans le cadre d'un hydrops, une maladie de Ménière, eh bien, le volume va être augmenté. Là, vous avez une représentation schématique d'une oreille interne normale. En bleu, vous avez la périlymphe. En jaune, l'endolymphe avec le sacule et l'utricule qui est dilaté dans la maladie de Ménière. Et ici, vous avez en IRM, avec ce protocole hydrops, que vous pouvez demander à vos radiologues, ici tout en haut, une oreille normale, et en bas, l'augmentation, donc c'est ce qui est blanc, c'est ce qui est rehaussé 4 heures après, c'est donc la périlymphe, et on voit au sein de la périlymphe, ici, l'endolymphe et l'utricule qui est augmenté, le sacule qui est augmenté de taille par rapport à une oreille normale, et dans les hydrops cochléaires, on voit également en négatif l'augmentation des structures de l'endolymphe. Donc ça, c'est une imagerie très particulière, et je pense qu'à Casa, vous avez des radiologues qui le font, ça va arriver sur les IRM à 1,5 Tesla, vous demandez clairement, surtout pour les vertiges récidivants, et encore plus s'ils sont associés à des acouphènes, à une hypoacousie, et bien vous pouvez demander un protocole hydrops. Nous ici, on le fait, et on en fait pour vous donner un ordre d'idée. Dans notre hôpital qui ne fait que la tête et du cou, on fait une quinzaine de protocoles hydrops par jour. Donc, si vous avez des radiologues qui souhaitent se former, ils peuvent venir chez nous, hein, ils en verront beaucoup, et c'est très intéressant pour faire le diagnostic positif de maladie de Ménière. La vivrite vestibulaire bénéficie, donc c'est une atteinte virale hein, du vestibule, ça a pratiquement le même pourcentage d'atteinte de cause de vertige que la maladie de Ménière, et on utilise le même protocole qui montre des prises de contraste des liquides labyrinthiques. Et là, vous avez oreille droite, oreille gauche, et vous voyez les structures labyrinthiques à gauche qui se rehaussent anormalement par rapport au côté droit, et ça signe la névrite vestibulaire. L'autre cause qui est très fréquente, c'est le schwannome vestibulaire. Ce schwannome vestibulaire, c'est une tumeur totalement bénigne, qu'on appelait avant le neurinome de l'acoustique, et on l'appelait de façon erronée le neurinome de l'acoustique. C'est une tumeur bénigne développée aux dépens des cellules de Schwann du nerf vestibulaire. Elle est révélée le plus souvent par une surdité progressive de perception et parfois par un syndrome vestibulaire. Et là, l'IRM permet de faire très facilement le diagnostic en montrant un processus expansif intracannulaire qui s'étend souvent dans l'angle ponto-cérébelleux et peut arriver, on a dessiné ici le cornet de glace parce que ça prend un aspect en cornet de glace.
et qui peut arriver au contact du tronc cérébral et parfois, quand ces schwammes vestibulaires sont très volumineux, entraîner l'atteinte des autres paires crâniennes. Donc l'IRM apporte énormément d'informations pour révéler, quand on fait bien l'examen, l'origine périphérique des vertiges. Le scanner a sa place lorsque le vertige arrive en post-traumatique pour rechercher les pathologies dysplasiques malformatives et également dans les cholestéatomes, qui sont des lésions de l'oreille moyenne, qui peuvent rarement, heureusement, s'étendre à l'oreille interne. Voilà. Alors maintenant, et c'est ça qui va nous intéresser, on a fait le tour, enfin le tour rapide des vertiges d'origine périphérique qui ne vous concernent presque pas, mais que vous devez connaître pour adresser votre patient à l'ERL, après souvent avoir prescrit une IRL avec protocole hydrops. Maintenant, nous allons parler des vertiges centraux. Et ça, c'est très, très, très important parce que vous êtes au cœur du diagnostic et de la prise en charge. On va parler des causes vasculaires qui sont les plus importantes pour vous. Et c'est l'insuffisance vertébro-basilaire, soit permanente, lorsque vous avez fait un AVC, un AIC, hémorragique ou ischémique du tronc cérébral ou du cervelet, ou intermittente, soit parce que vous faites des AIT, même un, soit parce que vous avez un conflit inco-vertébral, soit parce que vous avez des vols vertébraux sous-clavier. On va parler de tous ces cas, et on parlera rapidement après des autres causes centrales qui vous intéressent moins. Alors, j'ai noté ici le Bow-Hunter syndrome, que vous ne connaissez pas, mais qui est une illustration parfaite, et je vais vous montrer quelques images, c'est très rare, mais qui est une illustration parfaite du conflit incovertébral, du conflit de la compression de l'artère vertébrale lors de la rotation de la tête. Donc l'insuffisance vertébro-basilaire, en fait, elle correspond à quoi? Un symptôme lié à une baisse du débit sanguin dans la circulation postérieure du cerveau. Mais cette circulation postérieure va donner bien sûr le tronc cérébral avec les noyaux vestibulaires, mais aussi le cortex occipital, le cortex donc occipital qui est le cortex visuel. Et on voit bien qu'en fonction de la région cérébrale la plus touchée, vous allez avoir une variabilité dans les symptômes. Vous pouvez avoir un vertige associé à une cécité corticale, par exemple. Ça, c'est très caractéristique d'une insuffisance vertébro-basilaire, soit temporaire, dans le cadre d'un AIT, ou d'une compression de l'artère vertébrale, ou malheureusement définitive. Donc, le vertige seul est un signe d'insuffisance vertébro-basilaire, mais c'est un signe, entre autres. Mais lorsqu'il est associé à d'autres signes neurologiques, troubles moteurs, sensitifs, une ataxie, une anopsie latérale anonyme, c'est-à-dire une amputation du champ visuel latéral, une cécité corticale, c'est un signe certain d'insuffisance vertébro-basilaire. Donc, un vertige doit vous faire évoquer une insuffisance vertébro-basilaire, mais un vertige associé à un autre signe neurologique, c'est neurovasculaire, toujours lorsque c'est associé. Et donc, on va revoir, comme je vous disais, quelques causes et votre rôle à jouer d'insuffisance vertébro-basilaire. Alors, le Bow-Hunter syndrome, la plupart d'entre vous, voire vous tous, vous n'en avez pas entendu parler. C'est une insuffisance vertébro-basilaire causée par l'occlusion mécanique de l'artère vertébrale lorsque vous tournez la tête d'un côté, du côté de l'artère vertébrale dominante, parce que cette artère vertébrale va être écrasée contre une vertèbre. Et le plus souvent, ce Bow-Hunter syndrome survient sur des anomalies vertébrales osseuses, donc, en C2-C3, des fusions C2-C3 avec une construction ostéophytique. Et comme on a des contusions artérielles répétées, on peut avoir des dissections et des faux anévrismes post-traumatiques en regard de l'anomalie vertébrale osseuse. Et comme vous le savez, donc ici vous avez une illustration d'un faux anévrisme sur une artère vertébrale, ça c'est en C2-C3. Et comme vous le savez, quand on comprime une artère, qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe un rétrécissement de l'artère. Cette artère, si elle se rétrécit, vous connaissez l'hémodynamique,
on va avoir un maintien du débit de part et d'autre de la sténose. Pour avoir ce maintien de débit, alors que le diamètre a diminué et que le débit est proportionnel au diamètre et à la vitesse, on va avoir une augmentation des vitesses. Et comme on augmente les vitesses, on fait apparaître des turbulences. Donc ici, par exemple, vous avez une compression d'une artère vertébrale cervicale. Ici, on a des vitesses à une vitesse maximale systolique à 60 cm/s, pratiquement dans 50, excusez-moi, 50 cm/s, en position neutre. Lorsque l'on tourne la tête, au niveau de la compression, on rétrécit le diamètre de la tête, de l'artère, pardon, et en rétrécissant le diamètre de l'artère, on augmente d'un seul coup les vitesses et on passe, par exemple, la vitesse maximale systolique à 160 cm/s, 159. Là, ça signe une sténose au niveau de l'enregistrement. Et en amont de cette sténose, qu'est-ce qu'on va observer? Est-ce que vous avez une idée? Eh bien, on va observer une augmentation des résistances. On a créé un obstacle. On a créé une quasi-occlusion. Donc, on va avoir une diastole qui va baisser en amont parce qu'on a un frein circulatoire. Et en aval, on observera, je vous prie de m'excuser, une démodulation, un amortissement qui témoigneront d'une chute du débit lorsque cette sténose aura atteint un certain degré. Là, pour regarder en artériographie, en position neutre, là, on n'est plus en C2, C3, on est plutôt plus bas. On a ici un impulse vertébral exophytique qui comprime en position neutre déjà un peu l'artère, mais lorsque vous faites tourner la tête vers la gauche, vous avez une compression très importante de cette artère vertébrale, une sténose très importante qui peut être responsable de dissection, qui peut être responsable d'accidents emboliques parce que les turbulences vont créer une agrégation plaquettaire. Et là, le diagnostic, il est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment est-ce qu'on traite? C'est un peu compliqué parce que souvent, si le Bowes-Hunter syndrome est symptomatique, c'est parce que de l'autre côté, en fait, vous avez une artère vertébrale hypoplasique qui se termine soit en pica, soit le plus souvent en cervicale, en artère cervicale. Et donc, il n'y a pas énormément de techniques pour traiter ça. Avant, on opérait les vertèbres. Maintenant, on pose assez souvent des stents un peu rigides. Mais c'est très rare. Donc, ce Bowes-Hunter syndrome, c'est une cause fréquente, mais très rare. Mais c'est une cause fréquente dans la population des AVC de fosse postérieure du sujet jeune. AVC AIT du sujet jeune, 15 ans, 18 ans, vous devez rechercher une anomalie osseuse vertébrale associée à une vertébrale dominante. Et lorsque vous faites tourner la tête, vous déclenchez des AIT. D'accord? Ça, c'est vraiment rare, vous en verrez très peu, mais pour comprendre le mécanisme, je crois que c'est une très belle illustration, cette maladie. On va parler d'une autre maladie qui cause des insuffisances vertébro-basilaires, cette fois, pas lors de la rotation de la tête, mais à l'effort particulier, à l'effort du bras. Le vol vertébro-sous-clavier n'est pas une maladie de la vertébrale, c'est une maladie de l'artère sous-clavière. C'est vraiment très important. Il n'y a pas n'importe quelle localisation de l'artère sous-clavière, de l'artère sous-clavière prévertébrale. De chaque côté, les artères vertébrales naissent des artères sous-clavières. Et les deux artères vertébrales se réunissent pour donner l'artère basilaire. Le plus souvent, le vol vertébro-sous-clavier est lié à une sténose du côté gauche, une sténose prévertébrale de la sous-clavière prévertébrale du côté gauche, et l'artère vertébrale droite va alimenter le cerveau, donc elle va donner tout son trajet, elle va alimenter l'artère basilaire, je vous demande pardon, et va vasculariser le bras au travers de l'artère vertébrale gauche qui circulera à contre-courant. Ça, c'est le cas des vols vertébraux sous-clavier permanents. Mais avant d'arriver au stade permanent, il faut bien se rendre compte qu'il y a une progression. Et en réalité, le bras, qui est fait de muscles, le bras, il n'a besoin de sang avant d'être en ischémie chronique. Il n'a besoin de sang qu'en systole. Donc, en réalité, le vol va commencer d'abord sur la systole, exactement comme ça, en donnant des encoches proto-systoliques, et la diastole, elle va rester normale. Si vous regardez ici cette classification, vous avez un flux sur une artère vertébrale normale.
Et vous voyez que le pic d'ascension systolique, il est raide, et après on a notre décroissance diastolique. D'accord? Quand vous aurez un début de vol, vous allez avoir en fait uniquement, votre bras n'étant pas en ischémie, un vol en systole, une encoche proto-systolique. Et cette encoche, plus le vol va être important, plus elle va être creusée, tandis que votre diastole elle va rester normale. Et à un moment, votre systole va devenir négative, alors que votre diastole va toujours être positive, jusqu'au moment où votre vol il va être permanent, et vous aurez un vol systolo-diastolique, c'est le vol permanent, et toutes les étapes d'avant sont des vols intermittents de grade plus ou moins sévère. Maintenant, vous voulez le prouver. Comment vous allez faire? Eh bien, vous allez supprimer l'encoche. On ne peut pas la donner, mais comment elle va faire pour la supprimer, cette encoche? On va prendre un brassard à tension, on va le mettre très haut sur le bras à gauche, puisqu'on parle de vol à gauche, mais il y a aussi des vols à droite, hein. Ce n'est pas constant, mais le plus souvent c'est à gauche. On va gonfler le brassard, et qu'est-ce qu'on fait en gonflant le brassard? On supprime le territoire qui vole. On supprime le territoire qui vole, donc du coup, notre encoche, quand elle est peu marquée, là, elle va disparaître. Et si vous regardez bien, à chaque fois que vous allez gonfler le brassard, vous supprimez le territoire qui vole, et vous allez passer du grade 5, par exemple, au grade 4, puis du grade 4 au grade 3, etc. Et si pendant ce temps, vous demandez au bras de faire des efforts alors qu'il n'y a pas de sang qui arrive puisque vous avez votre brassard gonflé, qu'est-ce qui se passe? Vous créez une vasodilatation très importante. Vous créez une vasodilatation très importante que vous ne voyez pas sur votre spectre puisque le brassard est gonflé. Mais lorsque vous allez dégonfler le brassard cette fois, qu'est-ce qui va se passer? Votre bras qui a eu une grande vasodilatation, il est comme s'il mesurait 2 mètres, 3 mètres. Il y a beaucoup plus de vaisseaux que normalement. Et du coup, votre encoche, cette fois, vous allez passer du grade 1 au grade 2, du grade 2 au grade 3, du grade intermittent de haut grade au vol permanent. Donc, cette manœuvre d'hyperémie post-ischémique, elle va vous permettre de diminuer votre grade lors du gonflement du brassard et d'augmenter votre grade lors du dégonflement du brassard après l'effort brassard gonflé. Et surtout, et écoutez ça, c'est très précieux, lorsque vous enregistrerez en Doppler transcrânien et que vous ferez apparaître, comme ici, une encoche proto-systolique pendant le dégonflage, ça, c'est fondamental, parce que ça veut dire que c'est bien ça qui est responsable des symptômes de votre patient. Parce que c'est bien l'artère basilaire qui est volée, c'est bien l'artère basilaire qui est volée au dégonflage du brassard. C'est-à-dire que c'est l'artère basilaire qui est dégonflée, qui est, volée, l'artère basilaire est volée lorsque le patient fait un effort avec son bras. Donc ça, c'est fondamental parce que c'est ces patients-là qui ont une encoche qui apparaît au dégonflage du brassard qu'il faudra faire opérer. J'espère que c'est clair. C'est un peu complexe, le vol vertébraux sous clavier. Après, il y a d'autres causes d'insuffisance vertébro-basilaire, et notamment les sténoses et occlusions vertébrales. Alors, les sténoses vertébrales, elles sont le plus souvent athéromateuses et elles siègent le plus souvent à l'origine, vous savez, à la jonction entre la sous-clavière et la vertébrale. Et elles sont responsables d'accélération localisée, de turbulence. En aval, on peut avoir soit une démodulation, un amortissement, soit une encoche protosystolique. Et un des signes de gravité qui va être responsable d'AVC ou d'AIT, c'est la présence de HITS, ces accidents emboliques asymptomatiques qui apparaissent dans le spectre comme des surbrillances. Ici, vous avez une sténose et on voit bien le rétrécissement du flux couleur que l'on retrouve ici en angioscanner et ici en angio-IRM. D'autres causes d'insuffisance vertébro-basilaire, ce seront les dissections vertébrales et l'artérite de Horton. Alors pourquoi est-ce je les ai mis dans le même chapitre alors que ce sont deux pathologies complètement différentes? Eh bien, pour une raison, c'est que pour vous, en imagerie, en écho-Doppler surtout, l'apparence va être la même.
Dans la dissection, vous avez un hématome pariétal circonférentiel qui va faire que la couleur ne va pas atteindre la limite de la paroi. Dans l'aortome, vous avez un œdème pariétal inflammatoire qui vous donnera exactement le même aspect. Dans la dissection, vous aurez des douleurs cervicales, souvent postérieures pour les vertébrales, alors que dans l'aortome, vous aurez plutôt des céphalées, des claudications de la mâchoire douloureuses, vous aurez une vitesse et une CRP augmentée. Vous n'aurez jamais de dissection après 65 ans. L'aortome, l'artère gigantocellulaire, c'est plutôt après 60 ans, 65 ans. Donc l'imagerie est la même en Doppler, l'imagerie est vraiment la même, mais le contexte clinique et biologique n'est pas le même. Voilà ici une artérite de Horton, et vous voyez ici en diffusion des accidents multiples de fosse postérieure. Ici, en fleur, on en voit même plus. Et surtout, regardez, sur l'artère temporale superficielle en Doppler, vous avez un signe du halo qui témoigne de l'épaississement anormal de la paroi de l'artère temporale. On retrouve ici en IRM, il y a des séquences qu'on appelle des séquences sang noir qui montrent l'épaississement pariétal et son rehaussement. On l'a ici sur l'artère temporale superficielle, mais on l'a aussi sur les artères vertébrales. Les artères vertébrales ne sont pas toujours touchées par la maladie de Horton. Elles ne sont pas non plus jamais, ça arrive. Et ce qui est le plus spécifique, c'est l'atteinte temporale superficielle et axillaire. Parfois, ce ne seront pas des sténoses, mais des thrombus dans l'artère vertébrale. Alors, ce thrombus peut venir d'où? Il peut venir d'une embolie cardiaque. Ça peut être un thrombus d'origine cardiaque du ventricule gauche ou même de l'aorte qui migre et qui va se loger dans l'artère vertébrale, dans l'artère basilaire, qui va être responsable d'une sténose, d'accidents emboliques qui vont donner des hits ou même des AIT. Dans ce cas présent, je crois que certains d'entre vous l'ont déjà vu, il s'agissait d'un faux anévrisme sur dissection de l'artère vertébrale qui s'était rempli d'un thrombus, et c'est ce thrombus qui embolisait. Depuis plusieurs années, le patient avait fait plusieurs épisodes d'AIT vertébro-basilaire. C'était une histoire incroyable. Et je voudrais vous parler, toujours dans les troubles vasculaires, d'un syndrome un peu particulier qui est très classique en neurologie, même si ce n'est pas le plus fréquent, mais qui est très symptomatique, c'est le syndrome de Wallenberg qui est lié à une ischémie dans le territoire de la PICA, l'artère cérébelleuse postéro-inférieure, une ischémie de la fossette latérale du bulbe, là et là. Et en fait, c'est une symptomatologie extrêmement bruyante, des grands vertiges rotatoires, nausées, vomissements, nystagmus, parfois un Claude Bernard Horner, une atteinte d'une autre paire crânienne, parfois le 5, avec un syndrome spinothalamique du côté opposé à l'ischémie. Pourquoi c'est important? Parce que ces gens-là ont, en plus de leur vertige, ils vont venir, ils vont vous dire « j'arrête pas de faire des fausses routes ». Ou vous pouvez les interroger, ou leur donner un verre d'eau, ils font des fausses routes parce qu'ils ont des troubles de la déglutition. Et autant l'évolution habituelle du syndrome de Wallenberg, elle est plutôt favorable, autant lorsqu'ils ont des troubles de la déglutition qu'on n'a pas reconnus, on peut avoir, et c'est malheureusement classique, des pneumopathies de surinfection qui peuvent aller jusqu'au décès à la phase aiguë, parce que ces troubles de la déglutition peuvent habituellement disparaître ou sont rééduqués. On arrive à les faire régresser. Mais si vous ne les reconnaissez pas, eh bien, on peut avoir des pneumopathies d'inhalation gravissimes. Tout à l'heure, Nadia vous a parlé des migraines vestibulaires, et je voudrais vous dire aussi un tout petit mot des migraines vestibulaires, mais avant, je voudrais vous parler des migraines ophtalmiques. Dans les migraines ophtalmiques, pour bien faire la différence, dans les migraines ophtalmiques, vous avez, avec aura, vous avez typiquement
un trouble visuel qui précède la céphalée. Les gens viennent et vous disent « J'avais l'impression de voir comme au travers d'huile sur le champ temporal, sur le champ périphérique de mon œil, je voyais flou, les lumières se mélangeaient, les couleurs se mélangeaient, que je voyais comme au travers d'un kaléidoscope. » Et ensuite, cette impression a disparu et j'ai eu très mal à la tête, j'ai eu la tête lourde, voilà. Ça, c'est typiquement une migraine ophtalmique, donc une migraine avec aura. Dans les auras vestibulaires, en fait, le vertige, contrairement à la migraine ophtalmique, il ne va pas être systématiquement avant. Il peut être avant, mais il peut être aussi pendant la céphalée, voire après la céphalée. Habituellement, on retient ça en diagnostic d'élimination. Mais si vous avez en plus ces symptômes-là chez un patient qui est habituellement migraineux, parce qu'on peut faire des migraines ophtalmiques pendant 20 ans dans sa vie et ensuite débuter des migraines vestibulaires. Si vous avez un patient qui est migraineux, habituellement qui vient avec un vertige et des maux de tête, s'il a en plus une phonophobie, il ne supporte plus le bruit, ou une photophobie, il faut vraiment évoquer ce diagnostic, sauf d'autant que les traitements de fond de la migraine ont une très très grande efficacité, puisqu'ils sont efficaces à plus de 80%. Le traitement de la migraine est efficace à plus de 80% dans les migraines vestibulaires. Et enfin, on va passer rapidement sur les autres causes qui ne vont pas vous intéresser, mais qui sont quand même des causes centrales. La sclérose en plaques, dans laquelle le vertige est un symptôme révélateur dans 5 à 7% des cas, par atteinte du noyau vestibulaire, et l'inflammation de la charnière cervico-occipitale, les kystes de fosse postérieure, les kystes épidermoïdes qu'on appelle aussi cholestéatomes, mais ce n'est pas les cholestéatomes de l'oreille moyenne, les tumeurs de fosse postérieure, quelle qu'en soit la cause, méningiome ou toute autre tumeur qui exercerait un effet de masse sur le tronc cérébral, notamment les noyaux vestibulaires ou le cerveau. Donc, en conclusion, j'espère ne pas avoir été trop long, il faut à mes yeux, et c'est pas pour faire travailler les radiologues, hein, que j'adore, il faut à mes yeux avoir l'IRM facile. Il faut avoir l'IRM facile parce qu'on n'est pas, et Nadia vous l'avait dit, on n'est pas à l'abri que vous soyez face à un AVC ou un AIT. L'IRM facile, elle va vous permettre, surtout si vous avez un collègue qui fait les protocoles IDREPS, d'éliminer une grande partie des vertiges, des causes périphériques au vertige, des AVC. Mais attention, c'est ce que je vous disais au début, une IRM normale n'élimine pas un AIT. Donc au moindre doute, notamment, c'est ce que disait Nadia également, si ça apparaît brutalement, si c'est un patient avec des facteurs de risque cardiovasculaire, si vous avez une notion de vertige positionnel et que c'est un sujet jeune, faites très facilement des explorations Doppler des vaisseaux à destinée de la fosse postérieure, c'est-à-dire faites tous les axes, bien sûr, et le transcrânien, mais soyez très attentifs devant des vertiges, à bien faire l'exploration de la vertébrale depuis l'ostium jusqu'en V4 et du tronc basilaire le plus loin possible, d'aller rechercher les artères cérébrales postérieures en Doppler transcrânien, d'aller voir si ces artères cérébrales postérieures, si elles naissent bien du tronc basilaire, si elles changent de vélocité moyenne lorsque vous tournez la tête dans les positions extrêmes, d'un côté et de l'autre, pour rechercher des compressions vertébrales. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir été clair dans les explications. Merci à toi. Merci à toi, Jean-Claude, pour cette présentation pleine d'informations. Pour nous, pauvres cardiologues, on ne connaissait pas beaucoup de choses. Et je ne sais pas s'il y a des questions. S'il vous plaît, quel est l'impact de l'anatomie du polygone de Willis dans les vertiges? Alors, il n'y a pas d'impact de l'anatomie du polygone de Willis sur les vertiges. Votre polygone de Willis, il y a énormément de variabilité entre vous et chaque personne de la salle. Il y a des hypoplasies d'un segment 1, il y a des cérébrales postérieures qui naissent de l'artère vertébrale, il y a plein de variabilités. Par contre, si vous aviez une pathologie sur une artère vertébrale, par exemple, vous avez
une artère vertébrale qui nous donne le tronc basilaire, mais l'autre qui se termine en cervicale. Donc, il ne va pas du tout participer à la vascularisation de fosse postérieure. Et que vous avez une sténose sur votre unique artère vertébrale, avoir une bonne communicante postérieure va vous permettre de réalimenter le tronc basilaire à rétro, et ça peut aller jusqu'à l'apicale, et donc vous pouvez avoir une authentique, et on le voit régulièrement, sténose, voire occlusion vertébrale sur vertébrale unique pour vasculariser le cerveau, parfaitement bien tolérée grâce à la circulation à rétro de l'artère basilaire alimentée par la carotide au travers de la communicante postérieure qui va circuler de l'avant vers l'arrière. Et P1, excusez-moi, P1, dans ce cas-là, qui normalement circule de l'artère basilaire vers P2, P3, P1 dans ce cas-là, normalement, P1 apparaît en rouge puisqu'il se dirige vers la sonde, P1 va apparaître systématiquement en bleu, c'est une des façons de faire le diagnostic. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tu as bien répondu à la question. Alors, Jean-Claude, moi, j'ai bien retenu qu'il ne faut pas hésiter à demander une IRM, mais en même temps, j'ai vu qu'il y a plein d'étiologies et que la neuroradiologie, c'est une véritable spécialité et qu'il faut envoyer le malade à des gens qui connaissent quand même cette spécialité-là. Parce qu'on risque d'avoir... être tranquillisé alors que l'étiologie est là et qu'on l'a passé à côté. Exactement, Siam. Je vais te dire, la plupart des explorations de vertige sont mal faites. À Paris, en tous les cas, elles sont mal faites. Et lorsqu'on les fait bien, ça paye énormément. Le protocole IDROPS permet de diagnostiquer, d'identifier une maladie de Menière chez 30% de patients qui étaient normaux avant. 30% de diagnostics en plus. C'est énorme, comme c'est une révolution. Et autant l'IRM doit être adressé à un radiologue expérimenté, un neuroradiologue ou ayant eu une formation sur l'IDROPS, pourquoi pas, tout le monde peut devenir compétent en ce moment. Autant moi je sais, parce que je vous connais chacune et chacun, je sais que le docker, en prenant votre temps, vous le ferez parfaitement. Mais prenez votre temps. Voilà, il faut être attentif, il faut être curieux, il faut faire le docker transcrânien. Je sais que il faut vous convaincre pour ça, parce que ça vous fait un peu peur pour certains, mais ça vous aidera énormément. Pour faire le diagnostic positif d'insuffisance vertébro-basilaire positionnelle ou pas, de sténose vertébrale ou de l'artère basilaire, mais aussi pour éliminer une pathologie d'insuffisance vertébro-basilaire. Professeur Sadiq, merci pour cette excellente présentation. Autant qu'ORL, autoneurophysiologiste, j'ai une petite question. Je vous pose la question sur IDROPS, labyrinthite auto-immune, migraine vestibulaire, parce que je travaille avec des radiologues et on fait des séquences IDROPS depuis un bon bout de temps. Et on est souvent confronté au diagnostic différentiel dans des tableaux cliniques où vous avez un IDROPS avec une surdité, parfois IDROPS sans surdité. Et vous savez très bien que quand on a un IDROPS sur le plan IRM, on a la main pour aller faire des injections de gentamicine et bien sûr détruire le labyrinthe. Quel est votre recul sur migraine versus IDROPS? Je vous prie d'excuser, j'ai mal entendu votre question. Quel est votre recul sur le plan IRM, IDROPS, Menière ou migraine vestibulaire? Parce que vous savez mieux que moi qu'il y a des tableaux de migraine vestibulaire qui minent la maladie de Menière. Alors attendez, est-ce qu'on peut m'envoyer la question par SMS, Jean? Le protocole IDROPS chez nous sont très utilisés et on travaille avec une équipe qui fait que du vertige. Nous avons une équipe qui fait beaucoup de vertige ici et ça leur permet vraiment, parce qu'en effet on fait non seulement on fait des injections locales, on fait des traitements maintenant, je crois avoir compris votre question, généraux mais aussi locaux, mais en plus on se demande là si on ne va pas favoriser dans les années à venir
les ruptures de barrière endo-lymphatique. On va essayer de les favoriser pour laisser passer un peu plus les médicaments. On a des projets de recherche sur ça. Et maintenant, excusez, j'entends mal votre... Pardon, désolé, parce que vous savez maintenant que la migraine, elle se traite avec des traitements d'anticorps auto-humains. On a bien démontré l'efficacité des nouveaux thérapeutiques. Donc, oui, je vais vous envoyer par message. Je le connais sûrement. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Il y a une question encore, Jean-Claude. Allez-y, docteur Gérard. Donc, Gérard, je suis chirurgien cardiovasculaire. Je voulais juste vous demander si vous pouvez nous faire votre sentiment sur le traitement des sténoses vertébrales et telles que vous nous avez décrites et comment vous les prenez en charge, sachant qu'ici au Maroc, la neuro-interventionnelle est assez compliquée. Dans quel cas, dans les sténoses ostiales vertébrales, vous y allez? Quand elles sont bilatérales, souvent ça nous arrive alors que les patients sont souvent asymptomatiques. Des fois, des sténoses sous-clavières qui sont peu symptomatiques. Quelle est votre prise en charge? Juste un petit topo sur la prise en charge chirurgicale ou endovasculaire. Si j'ai bien entendu, je vous prie d'excuser, on n'entend pas très bien. Vous me demandez notre prise en charge des sténoses vertébrales et sous-clavières. C'est ça, dans le cadre d'insuffisance vertébro-basilaire ou de pathologie même peu symptomatique ou non symptomatique. C'est ça? Tout à fait. Ok. Donc, la question ne se pose pas si le patient est symptomatique et qu'il est symptomatique sous traitement bien conduit, c'est-à-dire anti-agrégant plaquettaire, voire éventuellement double anti-agrégation. Nous, ici, sur les sténoses ostiales vertébrales, on pose systématiquement des stents. Donc, dès qu'un patient est symptomatique, sous traitement médical, on va lui poser un stent à l'ostium. C'est facile, c'est très peu risqué et ça marche très bien. Ensuite, sur les sténoses sous-clavières, qui sont responsables justement de ce dont on parlait, c'est-à-dire les vols vertébraux sous-clavier, plus ou moins sévères, eh bien, c'est le test dont je vous ai parlé, c'est-à-dire, on va aller voir si lors de l'épreuve d'hyperémie post-ischémique, c'est-à-dire lors du dégonflage, en fait, le plus important, c'est le dégonflage du brassard après effort, on va avoir un vol sur l'artère basilaire. Si on a un patient symptomatique, parce qu'on ne peut pas toujours attribuer le vertige, par exemple, à la sténose sous-clavière. Donc, nous, le but, c'est de trouver la preuve qu'il y a un lien. Donc, si on a une encoche proto-systolique ou une inversion de la systole et le gonflage du brassard, cette sténose-là sous-clavière, on va aller la stenter ou la faire opérer. Mais en général, on stent. Ici, on a un grand service de neuroradiologie interventionnelle, donc ici, on stent assez facilement. Là, de ces deux cas-là, il n'y a pas beaucoup de discussion. Là où il y a plus de discussion, c'est lorsque vous êtes face à une sténose vertébrale, par exemple, ou sous-clavière, mais surtout vertébrale, parce que la sous-clavière, malgré tout, sauf si ça déborde sur l'artère vertébrale, on a plus de risque embolique et d'AVC. Si vous découvrez, à l'occasion d'autres choses, une suspicion d'AVC carotidien, par exemple, vous découvrez une sténose ostiale vertébrale, dynamique, avec une démodulation navale, une encoche proto-systolique, et là, vous tombez sur cette sténose ostiale vertébrale, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, déjà, s'il y a une sténose athéromateuse ostiale vertébrale, il faut le traiter comme de l'athérome. Il faut le traiter comme de l'athérome, c'est-à-dire le mettre avec des objectifs comme vous connaissez, LDL-cholestérol inférieur à 0,55 g par litre, etc. Et est-ce qu'il faut le mettre sous cardégique? Et c'est là qu'il n'y a pas de consensus, et ça va dépendre du résultat de l'IRM. Vous lui faites une IRM parenchymateuse, par exemple. S'il y a déjà eu des accidents à fosse postérieure, mais asymptomatiques, bien évidemment, vous allez le mettre sous cardégique. Et si il n'y a pas d'accident, et bien là, soit vous avez des hits et vous le mettez sous cardégique, soit vous ne retrouvez pas de hits, et il n'y a pas d'indication académique, en tous les cas, à le mettre sous anti-agrégant plaquettaire. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci. Merci Jean-Claude.
Là, on va s'éloigner un peu des vertiges pour parler de l'antiagrégation plaquettaire, l'anticoagulation chez les coronariens. Et après, on reviendra au vertige. Donc, reste avec nous, Jean-Claude. Je reste. Ouais. Allez-y, allez-y. Tu t'invites, tu es chez toi. Je sais, je vais comme ça pour moi. Voilà les plaques. Bonsoir à tout le monde, chers consoeurs, confrères, amis. C'est toujours un réel plaisir de vous voir. Je tiens à remercier le bureau d'Amcar, le nouveau bureau d'Amcar, à leur tête Madame Dr Zaimi, et le laboratoire Pfizer de nous avoir réunis ce soir pour parler d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est l'anticoagulation chez les patients coronariens. Avant de venir en salle, j'ai eu un petit souvenir en 2008, quand on a eu les